Savez-vous comment avoir une protection maximale de votre ordinateur et de vos porte-monnaies numériques contre les piratages? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je protège mes wallets crypto-monnaies des piratages et surtout lorsque je mine de jeunes blockchains. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez bien sûr également au petit pouce en l'air sous la vidéo et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur le sujet abordé aujourd'hui. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, ni un conseil d'investissement. Je partage avec vous mes choix d'investissement et mes expériences personnelles. Je vous mets bien sûr également en description, s'il y en a, tous les liens utiles des projets sur lesquels on va parler aujourd'hui. Eh, mineur mais pas que! Comment on peut se protéger des piratages lorsque l'on mine de jeunes projets crypto? Très bonne question. Le sujet est très intéressant. En effet, lorsque l'on souhaite miner de jeunes projets pour faire ce que l'on appelle du speculative mining, de la spéculation de potentielles futures pépites dans le minage des crypto-monnaies, il faut être prudent, car il se peut que dans certains logiciels que vous téléchargez, et généralement sur les wallets développés par les équipes, que vous allez installer sur votre ordinateur, les équipes, quand ce sont des équipes malveillantes, ils glissent des logiciels espions leur permettant de vous voler toutes vos clés privées et vos mots de passe identifiants de connexion pour toutes les plateformes, tous les systèmes que vous utilisez. Donc une fois que vous avez connaissance de ce point, il devient dès lors important d'adopter une hygiène numérique limitant au maximum son exposition. C'est pourquoi, dans ces conditions, l'utilisation de ce qu'on appelle une machine virtuelle pour pouvoir installer les portefeuilles de crypto-monnaies peut être une solution efficace pour améliorer la sécurité et se protéger contre les piratages, ou se protéger contre les logiciels malveillants. Tout d'abord, définissons ce que c'est qu'une machine virtuelle. En gros, une machine virtuelle, c'est un environnement logiciel qui permet d'émuler un ordinateur physique. Ça permet à ses utilisateurs d'exécuter différents systèmes d'exploitation et de lancer des logiciels dans un environnement isolé et sécurisé, sans contact avec l'ordinateur principal. Ça permet d'isoler toutes les données et les applications en cours d'exécution dans la machine virtuelle et de les séparer du système hôte en créant une barrière virtuelle entre les deux machines. En ce qui concerne les logiciels de portefeuille de crypto-monnaies, l'utilisation d'une machine virtuelle pour les installer peut présenter plusieurs avantages. Cela permet donc à ses utilisateurs de créer un environnement dédié et isolé de la machine principale pour stocker les clés privées et installer les logiciels. Ces environnements peuvent être plus sécurisés que simplement de les installer en fait sur votre machine principale, la machine hôte, car il fournit une couche supplémentaire de protection contre les tentatives de piratage, ou bien également contre les projets inconnus où la confiance est modérée en l'équipe de développement, voire assez basse. Donc vous créez un environnement pour séparer les données du quotidien et celles de vos projets pour qu'elles ne puissent pas communiquer entre elles. Ça contribuera à isoler et protéger vos informations sensibles. Et cette séparation peut aider à prévenir les accès non autorisés et garantir que les données ne sont accessibles qu'à ceux qui ont accès et qui ont les autorisations nécessaires. En effet, si vous installez une machine virtuelle et que vous installez donc vos clés privées et vos logiciels sur la machine virtuelle, ce qui peut se passer, c'est que si votre machine principale haute se fait pirater, le pirate devra télécharger l'intégralité de votre machine virtuelle, donc plusieurs gigas, pour pouvoir avoir accès à vos données. Donc sur votre réseau, le trafic, vous le verrez forcément, vous aurez des ralentissements et vous pourrez couper votre machine. Et à contrario, si c'est la machine virtuelle, le logiciel que vous téléchargez dessus qui est infecté, et bien en fait ça créera une barrière. Et là, le pirate n'aura pas accès à vos données principales, il aura accès que à la machine virtuelle. Enfin, les machines virtuelles, elles peuvent facilement être sauvegardées et répliquées sur des disques durs externes ou sur votre système principal. Ça vous permettra d'avoir une redondance si jamais vous avez une perte de données ou si jamais votre machine virtuelle se fait compromettre, vous réinstallerez une des sauvegardes de votre machine virtuelle et ça vous permettra de rapidement pouvoir restaurer votre portefeuille et toutes les données qui étaient dans votre machine virtuelle sans endommager ou altérer votre machine principale. Et donc grâce à l'aide de disques durs externes, vous pouvez facilement sauvegarder des copies de vos machines virtuelles et les restaurer très rapidement. Pour résumer, l'utilisation d'une machine virtuelle pour installer un portefeuille de crypto-monnaie peut être une solution efficace pour améliorer la sécurité et se protéger contre les piratages. En créant un environnement isolé et dédié pour stocker ses clés privées ou séparer les données quotidiennes, les utilisateurs peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que leurs données sont sécurisées et protégées contre les menaces ou les accès indésirables. Il existe de nombreux logiciels permettant de gérer les machines virtuelles. Pour les plus populaires, on va retrouver VMware, VirtualBox ou encore Hyper-V. Il existe bien sûr d'autres options de logiciels ou d'autres solutions de gestion de machines virtuelles sur le marché, mais ceux-ci que je vous ai cités juste avant sont parmi les plus populaires et les plus utilisés. Donc maintenant que je vous ai défini un petit peu ce que c'était que la machine virtuelle et quelle était son utilité, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour pouvoir installer le logiciel VirtualBox
C'est une solution de chez Oracle. Oracle, c'est un géant mondial des solutions informatiques qui est sécurisé et gratuit. Et enfin, on va pouvoir voir comment on crée sa première machine virtuelle. Allez, c'est parti! Donc nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on trouve le logiciel VirtualBox de la solution de chez Oracle. Je vais vous montrer comment on le télécharge, comment on l'installe, comment l'outil se présente, où trouver un ISO Windows 10 sur le site officiel de Windows, et enfin comment trouver une clé Windows si vous n'en avez pas. Bien sûr, après VirtualBox, vous verrez, il fonctionne également sur d'autres systèmes d'exploitation. Moi là aujourd'hui je fais un focus sur Windows. Cependant, si vous voulez que je fasse un focus sur un autre système d'exploitation, j'ai un Mac et j'ai également potentiellement Linux. Donc si vous voulez que je fasse sur une des autres machines, n'hésitez pas et je vous ferai également une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que moi je fais sur ces machines-là. C'est parti, donc là vous ouvrez Google. Dans votre recherche Google, vous allez rechercher VirtualBox. Donc VirtualBox, c'est ce site-là, virtualbox.org. Une fois que vous l'avez cherché, de toute façon le lien sera en description, vous cliquez dessus et ça vous met sur cette page-là. Donc virtualbox.org. Une fois que vous êtes sur virtualbox.org, vous allez sur Download VirtualBox 7.0. Donc c'est la dernière version. Et donc là, vous voyez, vous avez plusieurs systèmes d'exploitation. Il y a pour Windows, pour macOS avec un processeur Intel, pour macOS avec les nouveaux processeurs M1N2 qui sont des processeurs ARM64, et distribution pour Linux, et Solaris également. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre pour la version du système d'exploitation Windows. Donc je télécharge la version pour Windows. En parallèle de ça, si vous ne disposez pas d'un ISO Windows 10 ou Windows 11, donc un ISO, en fait, c'est l'équivalent d'une image d'un CD qui est numérisée. Donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur le site de Windows et de chercher ISO Windows 10. Et donc là, vous allez tomber sur cette page-là qui est de Microsoft. C'est le centre de téléchargement des softwares. Et donc, vous allez sur télécharger l'outil de Windows 10. Ça va vous télécharger un Media Creation Tools. Et avant d'aller plus loin, également, c'est pareil. Quand vous allez installer votre machine virtuelle, ça va être exactement comme si vous aviez un vrai ordinateur physique. Donc il va falloir une clé Windows officielle pour pouvoir activer Windows. Sinon votre machine virtuelle, le Windows ne sera pas activé et il vous demandera de l'activer et vous aurez les fonctionnalités limitées si vous n'activez pas Windows. Donc ce qu'il faut faire, c'est, si vous n'avez pas de clé Windows, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site CDK-Offer. Donc ça c'est vachement bien comme site parce que ça vous permet de trouver des licences à prix réduit. Donc c'est pas du tout un scam, c'est un vrai site web. Moi j'ai déjà acheté des clés de licence là-dessus, notamment pour Office 365 pour pouvoir avoir des licences valables 1 an que je renouvelle. Et au lieu de payer 30 ou 40 euros par mois pour un pack famille, je paye uniquement qu'une dizaine d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup, il y a différentes offres, les offres varient en fonction des différentes solutions qu'ils ont à proposer. Soyez pas surpris, j'ai payé via carte bleue et c'était un prélèvement à Hong Kong. Mais en fait ce qui se passe, c'est que c'est des entreprises qui achètent des dizaines et des dizaines de licences et celles qu'elles vont pas utiliser, plutôt que de les perdre, et elles les revalorisent sur ce site-là en les mettant à disposition en vente pour que quelqu'un puisse les utiliser. Et donc eux, ça leur permet de limiter leurs pertes. Donc si vous cherchez sur Google ou sur Internet, vous pouvez trouver également des promotions en plus des réductions qu'il y a sur CDK-Offer. Il y a notamment Jigflow, un YouTuber, qui régulièrement a des sponsoring via cette plateforme. Et du coup, ça permet d'avoir 10, 20 ou 30% selon les offres de réduction complémentaire sur les licences Windows. Donc vous pouvez faire ça. Alors moi c'est pas du tout, comme je vous dis, un contenu sponsorisé. C'est un bon plan que je partage avec vous, que j'utilise. Mais donc du coup, si vous voulez donc Windows 10, vous prenez une licence Windows 10 Pro par exemple, là ça coûte 19,98 € au lieu de, aujourd'hui, le prix officiel Windows c'est 67 € quasiment. Pareil, si vous voulez un Windows 11, là vous payez la licence Windows Pro OEM Lifetime, donc à vie, vous la payez 27,35 € au lieu de 200 €. Donc voilà, vous avez également d'autres types de licences. Donc ce site-là, il est plutôt pas mal pour les bons plans quand vous cherchez un logiciel. Et honnêtement, pour 20 € payer un Windows, c'est acceptable. D'accord, payer 100 € à 200 €, c'est compliqué, c'est une grosse somme à sortir. Mais là, 20 €, honnêtement, c'est quelque chose, en économisant un peu, on peut facilement payer. Et ça devient abordable pour le commun des mortels. Donc vous allez dessus, vous achetez votre licence. Et une fois que vous avez acheté votre licence, il ne faut pas l'attendre à le recevoir instantanément par email comme ça. Vous l'achetez et après derrière, donc, vous avez en plus
un petit peu de temps à attendre, le temps que les administrateurs de CDKOffer ou on va dire l'intelligence qui est derrière tout ce site-là puissent vous envoyer des licences. Ça prend pas plus de 10 à 15 minutes. Hein. Moi, quand j'ai acheté le plus récent, c'était le Office. En moins de 10 minutes, j'avais reçu la licence officielle, comment activer Office, quel était le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Pour ma licence. Donc maintenant, je vous ai montré donc, toutes les étapes principales pour se préparer pour pouvoir monter une machine virtuelle. Maintenant, je vous propose de passer donc, sur l'installation du logiciel. Une fois que les logiciels sont téléchargés, donc, on a téléchargé le Media Creation Tools 22.h2 de Windows. Ça va nous permettre de créer l'image ISO qu'on va après utiliser pour pouvoir monter la machine virtuelle. Et enfin, l'outil pour pouvoir créer la machine virtuelle. Donc là, on va installer VirtualBox. Donc pendant que ça s'installe, VirtualBox et Media Creation Tools, ce sont deux logiciels officiels. Donc normalement, vous n'aurez pas de problème avec vos antivirus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez également installer en parallèle VirtualBox et Media Creation Tools. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc là, ça y est, il s'est installé. On ferme. Maintenant qu'on a installé VirtualBox, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller prendre l'outil Windows pour créer un fichier ISO de Windows 10. Donc pour ça, vous allez cliquer pareil sur le Media Creation Tools. Vous l'exécutez. Donc là, l'ordinateur, il va tourner un petit peu fort. Si vous l'entendez qui ventile, c'est normal, vous inquiétez pas. Moi, c'est mes ressources qui commencent à pousser un peu. Donc là, il vous demande d'accepter les termes du contrat. Donc c'est Windows, de toute façon, si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas accès à l'outil, donc à vous de l'accepter. Et donc là, vous tombez sur un menu, une fois qu'il a mouliné un petit peu, sur est-ce que vous voulez mettre à jour votre ordinateur maintenant ou est-ce que vous voulez créer un support d'installation. Attention, là, c'est une étape clé. Vous faites créer un support d'installation de type USB, DVD ou fichier ISO. Ensuite, vous faites suivant. Donc, vous pouvez cocher ou décocher, utiliser les options recommandées pour ce PC. Et ensuite, donc, si vous décochez la case, vous pouvez choisir donc, Windows 10 et la version du système d'exploitation. Voilà. Donc moi, je laisse pour les options recommandées pour cet ordinateur. Je fais suivant. Et là, je dis, je veux faire un disque de mémoire flash ou je veux faire un ISO. Et bien là, je vais cliquer sur faire un fichier ISO. On fait suivant et il va nous demander où est-ce qu'on va aller sauvegarder l'image ISO. Donc là, pour l'exercice, je vais choisir sous C à la racine et j'enregistre. Donc là, le PC, ça va prendre un petit peu de temps et il va créer donc un fichier ISO. 5 minutes later. Ça y est, donc là, c'est fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire terminer. Donc là, le programme, il a fini. Donc vous avez créé votre image ISO. Moi, ça a pris 5 minutes avec l'ordinateur. Donc vous, je vous l'ai mis en accéléré. Mais selon la performance de votre machine, c'est pareil, ça va aller plus ou moins vite. Et on a installé VirtualBox. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer VirtualBox. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer sa machine virtuelle. Donc on lance le logiciel VirtualBox. Vous tombez sur cette fenêtre, qui est la fenêtre principale. Donc vous avez des outils, vous avez accès à une rubrique fichier avec les paramètres, importer, exporter une machine virtuelle, des différents outils, des recherches de mise à jour, réinitialiser tous les avertissements, quitter le logiciel. La machine virtuelle, si vous voulez faire une nouvelle machine virtuelle ou ajouter une machine virtuelle existante, et la rubrique aide. Donc jusque là, c'est un petit logiciel qui est assez facile à prendre en main. Et donc là, c'est pareil, donc vous avez la partie, donc si vous cliquez ici avec différents éléments qu'on ne va pas avoir besoin nous pour faire la machine virtuelle, des paramètres ici sur le général, les entrées, les sorties, donc ça on va voir après, la langue du système, les affichages, si jamais il y a internet, les proxys et les interfaces. Pour importer, donc raccourci pour importer et exporter une machine virtuelle qui existe déjà ou une nouvelle machine virtuelle. Et créer une nouvelle ou ajouter une machine virtuelle. Une fois qu'on en est là, on va faire créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on va faire nouveau. Donc là, vous êtes sur le mode, ce qu'on appelle le mode d'idée. Attention, moi je vous recommande de passer en mode expert. Ça vous permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités. Et ne switchez pas sur le mode expert après avoir commencé à remplir les éléments. Sinon, ça va vous remettre tout à zéro, il va falloir recommencer. Donc moi, ma machine virtuelle, je vais l'appeler Master. Parce que ça va être la machine virtuelle maîtresse que je vais dupliquer et qui va me servir de base après pour pouvoir installer mes différents wallets crypto. Vous pouvez également choisir le répertoire où est-ce qu'elle va être enregistrée. Et important, donc le fichier ISO qu'on a créé juste avant, ça va être ici qu'on va devoir le charger. Donc vous voyez, donc vous faites
autre et vous allez dans le répertoire où vous l'avez enregistré. Donc moi j'avais mis à la racine de C pour qu'il soit facile à trouver. Attention, cette image ISO là, essayez de la garder toujours au même endroit une fois qu'elle est créée. Vous pouvez la copier et en faire une sauvegarde, mais l'image ISO, il faudra qu'elle soit toujours au même endroit, sinon il se peut que dans l'utilisation des machines virtuelles, dans le futur, vous rencontriez quelques problèmes. Vous sélectionnez votre image ISO, vous sélectionnez votre système d'exploitation, si c'est un Microsoft Windows, un Linux, un Solaris ou autre système d'exploitation, nous c'est du Windows, et ce sera du Windows 10 en 64 bits. Après, important, donc là c'est la partie Name and Operation System, donc là c'est la partie du nom et de votre système d'exploitation. Après on va aller dans Unattended Install. Donc cette rubrique là elle est très importante, c'est que vous pouvez choisir ici dès le début votre clé Windows pour pouvoir officialiser le Windows et qu'il se mette à jour automatiquement quand vous allez le créer. Donc la clé du produit, vous pouvez la saisir ici directement si vous l'avez ou si vous l'avez acheté sur CDK Offer. Alors c'est important également, c'est le nom d'utilisateur. Il est très important d'avoir à l'esprit que les éléments que vous allez mettre ici, ça va être des éléments qui vont vous être demandés et qui vont être temporaires. Donc notez bien les éléments qui sont là parce que votre machine virtuelle, après quelques semaines d'utilisation, ils vont vous demander de changer le mot de passe de la machine virtuelle par rapport aux paramètres d'origine qui sont remplacer le mot de passe tous les X semaines. Donc là c'est très important, le mot de passe, donc, vous voyez moi par défaut il m'a mis le mot de passe changement, change-me. Et donc du coup, ce mot de passe là, il faut que je le note ou que je le personnalise parce que il va me demander au bout de quelques semaines d'utilisation de me le changer. Et ce serait dommage de tout mettre sur votre machine virtuelle, de ne pas faire de sauvegarde de votre wallet crypto et après d'arriver sur votre machine virtuelle et de ne pas avoir ce mot de passe là et donc vous n'aurez pas accès à votre machine virtuelle. Donc mettez un mot de passe que vous connaissez et qui est facile à retenir pour vous, comme ça vous évitera d'avoir des soucis pour le futur. Donc moi je vais le changer ce mot de passe là. Ensuite on va paramétrer la partie hardware. Donc moi vous voyez dessus j'ai 32 Go de RAM, donc j'ai de la place pour pouvoir prendre de la mémoire vive pour mettre une machine virtuelle avec de la RAM qui va permettre à l'ordinateur de fonctionner comme il faut. On va pas mettre 4 Go parce que 4 Go c'est un peu limite pour faire tourner un Windows. Je vais mettre à peu près 8 Go de RAM, ça va être largement suffisant, on n'a pas besoin de plus. Et donc les CPU c'est pareil, moi j'ai un processeur avec 12 corps aujourd'hui. Je vais pas prendre 12 corps, par contre je vais en prendre au minimum 4. Pour permettre à Windows de fonctionner bien. Vous, si vous pouvez en mettre au minimum 2, ce sera déjà bien. À 1, la machine virtuelle va avoir tendance à beaucoup ramer. Supérieur à 2, la machine virtuelle va très bien fonctionner. Donc voilà, c'est quelques petites recommandations. Et enfin, on va sur la partie hard disk. Donc là, ça va concerner dans votre machine virtuelle quelle est la taille, l'espace que vous voulez allouer au disque dur. Et par défaut, il propose de mettre 50 Go. Alors 50 Go, ça peut être beaucoup, mais il faut savoir que sur certains projets, des fois, ils téléchargent l'intégralité de la blockchain. Et donc 50 Go, moi je me suis vu faire des machines virtuelles avec 30 Go et en fait être limité, être obligé de refaire ma machine virtuelle, de recharger après tous mes wallets, réinstaller tout sur une nouvelle machine virtuelle car la capacité était un peu limite. Donc mettez pas moins de 30 Go, mettez au moins 35 à 40 Go. Parce que c'est pareil, quand vous allez lancer Windows, il va vouloir se mettre à jour, etc. Et ça va bouffer de la mémoire dans votre ordinateur, dans votre machine virtuelle. Et en plus, Windows prendra une réserve de mémoire d'au moins 6 Go. Donc, prenez pas trop de risques. Si vous pouvez faire par défaut les 50 Go, faites-le. Sinon, mettez entre 35 et 50 Go, c'est le minimum que je vous recommande. Donc là, pour l'exercice, je vais mettre 35 Go. Vous voyez, ensuite, on a une option qui dit préallocation de la taille complète de la mémoire du disque dur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cochez cette case-là, en fait, le fichier de la machine virtuelle va faire 35 Go. Ça veut dire qu'ils vont être occupés pleinement dans votre disque dur pour la machine virtuelle. Alors que si cette case-là, elle n'est pas sélectionnée, en fait, votre machine virtuelle pourra aller jusqu'à 35 Go. Cependant, Windows, en fait, quand vous allez l'utiliser, elle va prendre uniquement l'espace qu'elle aura besoin pour fonctionner, avec un maximum de 35 Go. Donc pour l'exercice, là, je vais mettre préallouer les 35 Go et du coup, on va faire finir. Et donc là, la machine virtuelle est en train de se créer et je vous reprends juste après. 5 minutes later. Donc ça y est, là, notre machine virtuelle, elle s'est créée. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'elle va démarrer et donc ça va installer Windows. Donc c'est encore des étapes qui prennent un peu de temps, mais pour la sécurité, c'est important de prendre ces quelques minutes ou cette petite demi-heure, voire petite heure selon la rapidité de votre machine pour pouvoir aller installer la machine virtuelle. Donc là, vous voyez, la machine virtuelle démarre exactement comme un ordinateur. Et donc là, ça va être la partie configuration de Windows, comme si vous démarriez un Windows pour la première fois.
15 minutes later. Voilà, donc ça y est, notre système d'exploitation après un bon quart d'heure et au moins 4 démarrages de Windows a fini. Donc là j'ai cliqué sur le petit point d'exclamation pour pouvoir fermer cette fenêtre. Et donc ça y est, on a créé notre première machine virtuelle. Donc alors ce qu'on n'a pas fait quand on l'a configuré, c'est qu'on n'a pas sélectionné la langue. Donc ce que je vais vous montrer là, première étape, c'est sélectionner la langue. Vous allez dans démarrer, paramètres, et dans paramètres, donc vous allez dans heure et langue. Donc vous cliquez dessus, vous faites langue, et là par défaut vous voyez il est en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer la langue ici, langue préférée, et on va aller mettre le français. Sinon ça risque de poser problème quand vous allez vouloir saisir des éléments. Alors attention, du coup oui, c'est un clavier en QWERTY, donc le A il est au niveau du Q, et donc quand vous avez tapé FR, donc le F et le R ça change pas, le A vous tapez sur la touche Q, et derrière vous avez français qui apparaît, donc Belgique, Canada, Caraïbes et France. Donc là moi je choisis France. Je définis comme langue d'affichage Windows toutes les langues et j'installe. Donc là ça va reprendre 1 ou 2 minutes. Après le français sera automatiquement utilisé dans le système d'exploitation. À savoir que ça, quand vous créez votre machine virtuelle, dans les paramètres d'origine vous pouvez le créer. J'ai juste oublié de vous le montrer. Ça y est, notre machine virtuelle est créée et est prête maintenant à être utilisée. Alors juste pour votre information, quand vous avez votre machine virtuelle, vous pouvez la mettre en plein écran en appuyant sur le bouton plein écran. Ici vous avez tout plein de modules, donc vous avez les fichiers pour paramétrer votre machine virtuelle, retrouver vos dossiers où est-ce qu'elles se trouvent, le fichier d'authentification, les entrées pour dire les combinaisons de touches de la machine virtuelle pour pouvoir contrôler le système. Par défaut, le copier-coller normalement est censé être désactivé. Ensuite, vous avez toutes les mises à jour, si vous cherchez les mises à jour. Les langues, ouais, bah là on peut reparamétrer la langue par défaut. Vous avez l'affichage en automatique si vous voulez le changer pour Internet, les proxys et l'interface. Voilà. Donc après, vous avez dans la rubrique machine les configurations. Je vous laisserai aller un peu dans le détail. Vous avez les écrans si vous voulez faire des écrans, les claviers, souris, les périphériques. Alors ça, vous pouvez les désactiver à partir de là. Je vais vous montrer également pourquoi tout à l'heure je vous ai dit évitez de déplacer votre fichier image ISO de Windows. C'est assez simple, c'est que quand vous allez sur le bureau, par défaut vous aurez toujours le lecteur CD avec l'image Windows de monter dessus. Et si vous ne faites pas éjecter, en fait l'ISO, si vous l'enlevez, ça créera des bugs lorsque vous lancerez votre machine virtuelle. Donc pensez bien à faire éjecter à chaque fois l'image ISO qui est ici. Et enfin je vous disais voilà 35 Go, pourquoi? Parce que là vous voyez on vient d'installer Windows, on a 34,9 Go et on a déjà 14,8 Go d'utilisés juste pour le système d'exploitation. Ça prend quand même pas mal de place. Et donc si vous voulez après aller autoriser le copier-coller, il faudra pour notamment, ça c'est utile, c'est quand vous voulez créer vos toilettes, pour pouvoir après aller copier la clé public de vos toilettes pour aller la mettre dans votre mineur, parce que vous n'allez pas installer votre mineur sur la machine virtuelle, vous allez la laisser sur votre rig, d'accord? Et donc vous allez dans périphérique, vous pouvez activer ou désactiver les différents médias, et après vous avez le presse-papier. Donc là le presse-papier il est désactivé par défaut. Vous pouvez, alors moi ce que je recommande c'est de le laisser désactiver de manière constante. Si juste vous avez besoin d'accéder aux éléments, faites un activer de manière bidirectionnelle temporaire et après vous le redésactivez, parce que sinon ça veut dire que tous les éléments qui seront dans la machine virtuelle, en fait vous pourrez avec un bot potentiellement faire du copier-coller dans certains dossiers sur votre réseau, etc. si vous autorisez la découverte du réseau. Donc autorisez le copie bidirectionnel de manière temporaire, et pareil le glisser-déposer, si vous avez besoin de faire des glisser-déposer de documents, activez-le, mais pensez à chaque fois à le redésactiver. Et donc après, si vous voulez par exemple aller télécharger un logiciel, un wallet, vous allez sur Microsoft Edge, vous pouvez également installer Google, mais je vous recommande d'installer le minimum du minimum au niveau des logiciels. Hop, voilà, et dessus vous faites google.fr. Donc si jamais vous installez la langue et que c'est toujours en anglais, vous allez là et vous cliquez sur clavier en français. Après vous pouvez désinstaller la langue anglais, comme ça vous aurez toujours par défaut le français. Vous allez sur Google, voilà, donc vous faites sans se connecter et vous tapez un wallet, je sais pas moi, vous tapez Nexacoin Market Cap, hop, voilà, vous allez sur la fiche du Nexa et sur la fiche du Nexa vous avez le site officiel
du projet. Après, vous téléchargez le wallet s'il est disponible ou d'autres projets au niveau de ce qui est disponible pour être installé. Voilà. Ah ouais, vous avez le wallet pour Windows, vous cliquez dessus, ça le télécharge, vous l'installez. Et comme ça, après, derrière, vous êtes tranquille. Votre wallet Nexa, si jamais ce projet-là, dans quelques années, il s'avère que c'était un scam et que les gens vous aient piraté et pris vos clés privées de Zelcore ou d'Atomic Wallet ou d'autres logiciels, et ben au moins, vous avez la sérénité de dire c'est sur un système isolé, vous n'avez pas de problème de sécurité et de confidentialité. Mais l'installation des wallets, etc., là, je vous la montrerai dans d'autres vidéos en fonction des différents projets que je pourrais vous présenter par le futur. Déjà là, donc l'objectif est atteint. Je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait sécuriser d'une part vos données personnelles sur votre ordinateur quand vous allez installer des logiciels tierces qui sont de projets peu connus, qui peuvent contenir un risque. Car aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait et on ne connaît pas bien certains projets parce que ce n'est pas en lisant les white papers que vous allez définir si le projet est un scam ou un vrai projet. Donc c'est vraiment important d'adopter cette hygiène numérique-là. Et derrière, vous pouvez également, même à vous, à titre personnel, créer des machines virtuelles pour mettre vos données et après vous sauvegardez le fichier de la machine virtuelle dans un disque dur externe. Et comme ça, si vous perdez toutes vos données, et vous le remettez, et comme ça, si quelqu'un vous pirate votre machine principale, pour les données vraiment très sensibles, et au moins, vous êtes sûr que vous avez une copie, et que le système principal ne soit pas piraté, puisqu'il redemandera une couche supplémentaire avec identifiant par mot de passe, etc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à partager avec moi vos commentaires et recommandations. Pensez également à vous abonner et à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet seraient également appréciés. Et pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des commentaires ou des questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!